L'assassinat de Charlie Kirk, poulain médiatique de l'extrême droite trumpiste, le 11 septembre dernier, a sidéré l'Amérique et réveillé le spectre récurrent de la violence politique. Dans un pays où l'histoire s'est écrite dans le sang, la brutalité politique n'est pas un accident, mais une tentation récurrente. Mais au-delà, des polémiques ont vu le jour en France, en Europe, alors que des penseurs, groupes de musique, écrivains disaient soutenir Charlie Kirk, sa famille, sa mémoire et plus précisément le droit de cet influenceur de débattre, de s'exprimer, de prendre parti dans l'espace public. Pourtant, sans cautionner la violence et en dénonçant, en condamnant fermement celle qui assassine, peut-on vraiment dire sa solidarité avec un débatteur d'extrême droite, avec un homme dont les idées ont un impact délétère sur les personnes qu'il vise, les minorités raciales, les minorités sexuelles et de genre, bien d'autres. En un mot, défendre Charlie Kirk, est-ce vraiment défendre le débat d'idées? Pour en débattre justement de ce débat d'idées, deux invités. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des États-Unis. Face à vous, Élise Hachel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage intitulé La démocratie à l'épreuve du populisme, les leçons du Trumpisme, paru chez Odile Jacob. C'était le 3 septembre dernier. Merci à vous deux d'être présentes ce soir dans Question du soir. Moi, je regardais les débats de Charlie Kirk parce que je trouvais génial qu'un mec qui arrive avec des énormités comme je trouve que le féminisme, c'est une enfumade complète. J'ai envie de savoir d'où cet argument-là lui vient. Et j'aime pouvoir exposer moi-même mes arguments et voir comment il va s'en tirer. Et pour moi, c'est toujours une défaite totale quand quelqu'un qui s'est fait un sport et un métier d'aller débattre, quoi qu'on pense d'ailleurs de sa façon de débattre, parce que j'ai entendu depuis ce matin, évidemment, que c'était un manipulateur, qu'il mentait, nanana, que ses arguments étaient tous spécieux, mais on oublie souvent qu'un bon orateur, on l'accuse toujours d'être un manipulateur. Un bon orateur, il a envie de gagner, il a envie de se défendre, mais c'est un jeu pour lui. Et il me semblait qu'il y avait chez Charlie Kirk quelque chose d'assez rare, et encore une fois qu'on partage ses idées ou non, c'est-à-dire qu'il n'était jamais dans une tentative d'humiliation de ses opposants, et que je le trouvais au contraire assez pédagogue dans sa manière de manier les arguments. Mmh. Et je trouve que ça, effectivement, c'est dramatique. L'écrivaine Emma Baker, qui était invitée sur Europe 1, Élise Hachel, j'ai voulu commencer par cet exemple, car il peut choquer, dans le fond, une écrivaine française qui fait l'éloge d'un agitateur d'extrême droite, profondément misogyne, raciste également. Comment le comprendre aujourd'hui? Comment comprendre qu'on en soit, dans le fond, arrivé là, à faire l'éloge de la mémoire de cet homme dont on regrette évidemment la violence politique à son encontre? Peut-être que les Français découvrent qu'il y a des conservateurs quelque part sur cette planète, y compris en France. Je suis assez étonnée au fond par la propension et à laquelle nous nous plongeons nous-mêmes Français dans ce débat qui ne nous concerne pas directement, qui concerne quand même les Américains d'abord, et on s'y plonge comme si au fond c'était notre démocratie, c'est comme si c'était la nôtre. Euh, Ce débat, rappelons-nous qu'il a d'abord été initié par Donald Trump pour des raisons politiques. Hmm. Donc la mort de Charlie Kirk, sa mort violente, est réutilisée de manière politique, parce que Charlie Kirk, il était connu des milieux conservateurs aux États-Unis, mais au fond, pas extrêmement connu au-delà de ses cercles directs. Il n'avait pas de visibilité réelle au niveau national. Donc Charlie Kirk est réutilisé par Trump, qui est quand même bien préoccupé par d'autres dossiers, l'affaire Epstein, la situation économique aux États-Unis ou les questions internationales, pour au fond jeter un rideau de fumée et réopposer les conservateurs qui se ressoudent autour de ce cas, effectivement, puisque l'un des leurs a été abattu, et en face des démocrates qui se disent « Ah oui, mais au fond, peut-être qu'il l'a un peu cherché, qu'il était trop dur. » Donc on est au fond pris dans des termes du débat définis par Trump pour des raisons politiques. Mais moi, je suis surpris que vous soyez surpris que ce débat, si je puis dire, nous intéresse également. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis plusieurs années, j'allais dire, des frontières qui se sont vues abattues entre l'Europe et les États-Unis, notamment sur ces sujets, notamment dans la foulée de la victoire de Donald Trump, avec une internationale d'extrême droite qui manipule le débat des deux côtés de l'Atlantique?
Alors tout à fait, il y a des réseaux qui existent d'extrême droite avec les interlocuteurs trumpistes qui se rencontrent à l'occasion de conférences, de réunions. On avait vu la proximité de Bannon avec le Rassemblement national. Donc ces réseaux existent parce que le populisme de droite américain est la figure d'un populisme qui a réussi et qui tente forcément les extrêmes droites européennes qui, pour le cas de la France, sont juste à la porte du pouvoir, sont très puissantes, sont desservies par un mode de scrutin, mais qui souhaitent quand même transformer l'essai et accéder au pouvoir. Et c'est pour ça que le populisme trumpiste reste un modèle ici de notre côté de l'Atlantique. Laure Mandeville, votre réaction aux propos tenus par Emma Baker, est-ce que vous êtes en accord avec elle? Dans l'ensemble, oui, absolument. Je pense que je suis même étonnée en fait qu'on puisse se poser la question de savoir si Charlie Kirk devait avoir droit à la parole et devait pouvoir dans le champ public et sur des campus qui avaient été pratiquement confirmés, en fait, confisqués, dont le débat avait été confisqué dans l'ensemble, a été confisqué par l'idéologie de la gauche et la gauche américaine, ne puisse pas aller justement porter une contre-parole et débattre en terrain très souvent hostile avec les jeunes Américains. Et je pense que d'une certaine manière, là je suis en désaccord avec vous, vous dites que Charlie Kirk n'était pas très connu en dehors de certains cercles conservateurs. Charlie Kirk était extrêmement connu aux États-Unis. C'était comment dire, un personnage, un conservateur extrêmement connu, extrêmement écouté, dont justement les conversations étaient écoutées à dizaines de millions de fois à travers le pays. Il avait une très grande influence sur la jeunesse. Et pourquoi avait-il une influence sur la jeunesse? Précisément parce d'une certaine manière, il contribuait à mettre fin à ce monopole de la parole qui avait été confisqué depuis des décennies sur les campus avec, si vous voulez, un degré de rejet du discours contradictoire de plus en plus patent. Vous aviez interdiction des speakers conservateurs à venir s'exprimer sur les campus américains avec des manifestations violentes pour les empêcher de parler. Vous aviez cette culture de l'annulation qui s'était propagée dès quelqu'un émettait une critique en fait de cette sorte de doxa qui avait envahi tous les pouvoirs culturels, les universités, la culture, Hollywood, la presse. Et donc, il y avait presque un étouffement de l'autre camp. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous dites c'est surprenant, etc., non, ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les conservateurs américains se sont tus, ont été extrêmement polis, finalement ont accepté la domination de la gauche. Et je crois que ce qui se passe, c'est que cette espèce de silence, aujourd'hui, réverbère en quelque chose de brutal, parfois très décomplexé, qui peut être même extrême et radical dans la formulation, précisément... Qu'il est régulièrement. Exactement, qui peut l'être régulièrement, mais qui ouvre en fait un champ de parole. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Pourquoi en fait les jeunes Américains conservateurs se sont-ils rués pour écouter Charlie Kirk, aller massivement à ces conversations? Parce que ils voyaient en lui en fait quelqu'un qui portait leur voix. Et donc ça, je crois que c'est très important. Et je dirais que c'est très très important. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet la liberté de parole et surtout, ça permet la conversation contradictoire qui est l'essence de la démocratie. C'est pour ça que c'est une date, une sorte de deuil pour nous. Cela devrait être un deuil pour nous tous, la mort de Charlie Kirk, parce que Charlie Kirk participait de la conversation contradictoire qui a quasiment disparu de l'espace politique américain. Et si vous avez lu Tocqueville, moi personnellement, je lui porte une affection absolument centrale. Et j'ai d'ailleurs créé des conversations Tocqueville en France, parce que je pense que la conversation contradictoire est en danger dans notre pays aussi. Et c'est pour ça que ce débat résonne. Et là, je suis d'accord avec vous et en revanche en désaccord avec Élise Hachel. C'est-à-dire, je pense qu'il est très important de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'en réalité, nous sommes confrontés au même processus, au même questionnement, au même radicalisme
radicalisation, à la même polarisation que nous devons surmonter. Sur ce sujet, Lamandeville, ce qui me frappe au fond dans les personnes dont vous êtes, hein, qui soutiennent la démarche de Charlie Kirk, c'est que vous en parlez souvent en termes théoriques. Dans le fond, vous prenez, et on peut le comprendre, vous prenez, j'allais dire, un débat apaisé, la confrontation des idées, on aiguise chacun sa sagacité. Mais on parle jamais de ce que Charlie Kirk disait véritablement. Il faut lire, il faut l'écouter. C'est quand même, il tenait des propos, encore une fois, je le redis, mais profondément racistes, choquants, misogynes, qui avaient un impact sur la vie des gens et des jeunes en particulier auxquels il s'adressait. J'ai regardé, moi je ne le connaissais pas pour être honnête, donc j'ai regardé pour la première fois durant le week-end ces vidéos. J'ai découvert des mots transphobes, j'ai découvert des insultes à l'égard des musulmans, j'ai découvert un discours à l'égard de l'islam qui était profondément choquant. J'ai découvert un discours également pro-chrétien, profondément ancré justement dans une lecture primaire de la Bible. Est-ce qu'on peut débattre avec, je pense que c'est le fond du débat, est-ce que l'on peut débattre avec ces gens-là, avec des personnes qui prônent ce type d'idées? Écoutez, moi par exemple, vous parlez des idées chrétiennes qui vous choquent, par exemple. Ce ne sont pas des idées chrétiennes qui me choquent, euh, c'est la lecture littérale de la Bible, j'allais oui. dire, Écoutez, collée il à la vie des faudrait, gens pour que je aujourd'hui. puisse vous répondre de manière pertinente et surtout que ni l'un ni l'autre ne soyons défigurés dans notre pensée, notre approche, Mhm. il faudrait que nous puissions commenter ces propos précis, comme vous le dites. Et je pense d'ailleurs que ça pourrait faire l'objet d'un décryptage particulier, seulement justement d'étudier sa pensée. Mais si par exemple vous prenez la question de l'avortement, d'accord? La question de l'avortement, en France, nous sommes un pays beaucoup plus sécularisé. La question de l'avortement fait consensus, en tout cas un consensus, je dirais, relatif en France, à part peut-être certains milieux chrétiens extrêmement, justement, qui sont absolument contre. Mais je dirais qu'il y a un consensus sociétal en France sur la question de l'avortement. Moi, quand j'ai vécu 8 ans aux États-Unis comme chef du bureau du Figaro à Washington, et je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel j'ai découvert, en me promenant dans ce pays, les immenses divisions qui existent encore entre différents États sur cette question, avec des fossés, mais abyssaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne sont pas d'accord sur la question de l'avortement, et vous avez des gens profondément religieux et qui pensent que avorter, c'est tuer une vie, qui sont persuadés en fait que la vie est plus importante que effectivement la liberté de la femme. Et c'est un débat sur lequel ils ont le droit d'avoir leur avis. Et pour moi, ce n'est pas choquant que lui puisse défendre l'idée que, en tout cas, qu'il puisse aller porter cette parole en disant, écoutez, vous pensez que la mort d'un embryon, c'est rien du tout, mais moi je vous dis que c'est la vie. Et puis c'est vrai qu'à partir de là, il y a des vous savez bien qu'il y a des débats sur à quel moment on avorte, à quelle période, etc., etc. Et donc je crois qu'il portait une parole effectivement complètement décomplexée sur ce sujet, mais je pense que ça fascinait, attendez, ça fascinait les conservateurs et ça leur donnait un ancrage parce que justement on est dans une société totalement liquide où il n'y a plus aucune conviction forte, il n'y a qu'une espèce d'individualisme qui devait s'auto-créer, tout réinventer, on avait tout déconstruit dans l'idéologie de l'autre camp, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette réaction brutale qui vous choque et qui peut être choquante, je le reconnais sur certains sujets, mais qui, à mon avis, est finalement salvatrice. Salvatrice. Je vais donner la parole à Elisa Schell voilà. quand même. Elisa Schell, une réaction, et notamment sur, j'allais dire, cette difficulté à faire émerger un débat consistant dans la démocratie américaine aujourd'hui. Ce que vous avez découvert ce week-end, encore une fois, c'est cette Amérique conservatrice qui existait bien avant Charlie Kirk et que Charlie Kirk représente, illustre, est peut-être devenu l'icône avec cet assassinat. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil aux États-Unis. Alors après, est-ce qu'on peut débattre? Alors concernant Charlie Kirk, rien n'obligeait les uns et les autres à venir débattre ou pas avec lui. On l'a vu dans les vidéos, les jeunes venaient se confronter à lui et échanger leurs arguments. Ça fait partie de la liberté d'expression qui est souvent érigée comme primordiale aux États-Unis. Et il est vrai qu'on a une Amérique qui est divisée entre des camps qui ne vivent pas dans le même monde.
véritablement. Donc oui, on découvre à cette occasion qu'il y a certaines tendances de chrétiens qui vont avoir une vision traditionnaliste des rapports hommes-femmes, qui vont avoir des visions conservatrices sur la famille, la vie, etc. Mais cette Amérique-là, elle existe et il ne faut pas trop se focaliser uniquement sur l'Amérique que nous, on a tendance à vouloir regarder de ce côté-là de l'Atlantique, qui est l'Amérique des catégories éduquées, des grandes villes, libérales au sens américain du terme, c'est-à-dire progressistes, qui se concentrent sur les droits des femmes, la promotion de l'avortement, peut-être des droits au niveau national, alors qu'il y a cette tradition républicaine aux États-Unis qui va prôner l'autonomie du local, qui va prôner le port d'armes, par exemple. C'est l'une des choses aussi qui peut être questionnée à cette occasion. Aux États-Unis, on a une conception de la citoyenneté qui est fondée dans la tradition républicaine sur le citoyen en armes, qui se défend lui-même contre les ennemis de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire des États-Unis, qu'on a observé d'ailleurs aussi en France, mais il y a bien longtemps, un temps où on ne peut plus s'en souvenir, avant, en 1848. Donc, on a une tradition politique qui est différente, des valeurs qui sont différentes. On ne peut pas projeter nos catégories à nous, de Français, sur les États-Unis. Je voudrais faire entendre la voix de Donald Trump qui réagit justement à l'assassinat de Charlie Kirk qu'il s'exprimait le 11 septembre. Il est grand temps que tous les Américains et les médias réalisent que la violence et le meurtre sont la tragique conséquence de la diabolisation de ceux avec lesquels on est en désaccord, jour après jour, année après année, de la manière la plus détestable, la plus méprisable. Depuis des années, la gauche radicale a comparé des Américains merveilleux, comme Charlie, à des nazis, aux pires meurtriers de masse au monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons dans notre pays aujourd'hui et cela doit cesser immédiatement. Comment vous analysez, Laure Mandeville, cette réaction de Donald Trump, cette réaction face à la violence également ? Oui, je crois en fait que sur ce sujet-là, le président n'a pas tort. Le président Trump n'a pas tort quand il dit qu'il y a eu sur la gauche de l'échiquier politique une sorte d'équation qui a été installée entre parole et violence. La parole étant vue comme une violence infligée à celui qui la reçoit. Souvenez-vous de toute cette idéologie où on devait se mettre dans des espaces sécurisés parce qu'on ne pouvait, sinon on était d'agression, on se croyait agressé par la parole de l'autre, etc. D'abord, c'est complètement contraire à la tradition américaine. Vous savez que le premier amendement de la Constitution américaine, c'est la libre parole, c'est le free speech. Et donc, je crois que un des dangers de cette idéologie, c'est qu'elle a instauré une équation entre l'acte violent et la parole. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'en fait, regardez ce qui se passe. On voit aujourd'hui les sondages qui disent qu'un tiers des jeunes Américains sur les campus considèrent qu'il est normal d'avoir recours à la violence si, justement, contre quelqu'un avec lequel on peut être en désaccord. Ça, c'est une chose. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est les jeunes générations, alors que les générations des boomers étaient à 92% estimées, en fait, que la parole ne mérite pas, un passage à l'acte violent. Sur la violence, c'est une chose, mais est-ce que cette violence-là vient de l'extrême gauche ? Le journal Libération a fait paraître ce week-end une étude qui explique que sur l'ensemble des assassinats commis par des extrémistes répertoriés depuis 2005 aux États-Unis, 347 meurtriers sur 371 sont liés à des organisations d'extrême droite. Cela représente 93% de la proportion. Et dans ces extrémistes, on met les personnes d'extrême gauche, celles d'extrême droite, et il y a une catégorie islamiste. Est-ce que, encore une fois, lorsque Donald Trump dit que la violence vient de l'extrême gauche, est-ce que vous continuez à dire qu'il a raison dans ce sens-là ? Non, alors en revanche... Parce que c'est aussi le point fondamental. Tout à fait. Alors en revanche, ce que je dirais que il y a une, je vous dis, dans le mécanisme, il me semble que cette intolérance et cette équation installée entre les mots et le passage à l'acte est quelque chose de grave sur lequel il faut revenir et méditer. Ça me paraît fondamental. En revanche, alors là, bien évidemment, que je vous dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une spirale
hystérique aux États-Unis de confrontation et que les deux je dirais les deux meutes qui se trouvent sur les extrêmes de l'échiquier politique, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, en sont responsables. Et que même ces meutes se nourrissent l'une de l'autre. Et je crois que il était intéressant, parce que et je pense que Donald Trump, par la nature de ce qu'il est sur le plan politique, mais aussi sa personnalité, est aujourd'hui un facteur d'aggravation, en réalité, de cette division. Et donc ça, de la division, de la polarisation, ça c'est vrai. Mais donc non, j'avais une autre idée, mais elle vient de m'échapper, donc on la retrouvera peut-être. Voilà. Je vais donner la parole à Elisa Schell en précisant également que le premier mandat de Donald Trump a fini par la violence. Je pense notamment à l'attaque du Capitole. Sa dernière campagne, donc le début de son premier mandat, a commencé également par la violence, puisqu'il s'est fait attaquer. Il a failli être assassiné à distance. Oui, c'est de sa faute. Oui, tout à fait. Mais sur la caractérisation partisane de la violence, ce n'est pas toujours évident à faire, parce qu'effectivement, il y a eu l'assaut du Capitole. Mais si on regarde ce qui s'est passé après l'élection de Joe Biden, Donald Trump déclare l'élection volée, il fait campagne là-dessus, et pourtant il n'y a pas de flambée de violence à ce moment-là. À son retour au pouvoir, effectivement, il semblerait qu'il y ait une recrudescence d'actes de violence. La violence, elle vient à la fois de l'extrême gauche, de l'extrême droite, et elle vient aussi de gens dont on ne connaît pas trop l'affiliation partisane en réalité, pour lesquels c'est pas clair du tout. Par exemple, l'assaillant de Trump à Butler, Matthew Crooks, on a retrouvé dans ses papiers des éléments qui laissaient à penser qu'il avait aussi réfléchi à abattre Joe Biden. Donc, au fond, il hésitait entre Trump et Biden, et peut-être qu'il a eu l'occasion d'essayer de tirer sur Trump pour mettre à bien son projet. Donc, au fond, on ne sait pas trop quelle est l'orientation politique de cette personne. C'est pas forcément très clair. On se souvient aussi, en décembre 2024, d'un jeune homme qui avait été fortement défendu par l'extrême gauche, Luigi Mangione, qui abat en pleine rue le directeur d'une compagnie d'assurance santé, ayant la plus grande compagnie d'assurance santé des États-Unis. C'était en décembre dernier. Et qui a un courrier sur lui qui explique que, il le fait parce que le système de santé est injuste. Et les démocrates enchaînaient de dire « Ah oui, mais au fond, est-ce que si le système de santé n'était pas aussi injuste, est-ce que cet homme serait mort ?» Enfin, on est quand même dans des débats assez particuliers où, au fond, ce qui compte, c'est la violence célébrée quand elle est jugée comme un acte de résistance, d'un côté comme de l'autre. Et là, effectivement, on a une appréciation à géométrie variable de la violence qui va être jugée légitime par certains, pas légitime par d'autres, au prisme des intérêts partisans. Absolument, Laure Mandeville, une réaction. Oui, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Je pense effectivement qu'il y a un facteur qui est lié aussi à cette époque, je dirais, d'une démocratie qu'avait d'ailleurs prévu Tocqueville, qui est l'isolement en fait de cette génération qui est enfermée dans un monde largement virtuel, et on voit notamment une génération de jeunes hommes qui s'isolent, qui rentrent dans une culture de gaming, de jeux vidéo, de pénétration du darknet, et qui s'imbibent de tas de références différentes, et ça peut les amener à basculer soit d'un côté, soit de l'autre, avec des fantasmes, des obsessions qui les mènent à un passage à l'acte. Et c'est vrai que le Thomas Crooks que vous évoquiez, qui a donc tenté de tuer Donald Trump, il faisait partie de cette génération qui est appelée les Lost Boys par Dan Henninger, qui est un des éditorialistes. Les garçons perdus. Les garçons perdus, donc du Wall Street Journal. Et le Luigi Mangione, alors là, c'est plutôt, il bascule de la côté gauche. Lui, pour le coup, c'est idéologique. C'est-à-dire, c'est la justification par le système. C'est-à-dire, il faut mettre à bas le système. Et donc, on tue ceux qui représentent le système. Et là, on est plutôt dans le nihilisme si vous voulez, de la gauche révolutionnaire de la fin du 19e siècle, qui prépare l'avènement ensuite de la révolution bolchevique, etc. Et donc, c'est vrai que cet élément
d'idéologie qui peut basculer, qui en réalité exprime peut-être un malaise très profond qui a été décrit par le remarquable sociologue Jonathan Haidt dans son livre sur la génération anxieuse, où il raconte en fait l'effondrement d'une jeunesse dans les méandres de la post-modernité technologique. Mais ça, on le retrouve aussi de l'autre côté de l'échiquier politique. Si on se souvient de l'agresseur des Pelosi en 2022, donc Nancy Pelosi, la leader des démocrates à la Chambre. Elle présidait le Congrès en 2022, elle était speaker et attaqué, son mari s'est vu attaquer en 2022. C'est ça, donc un agresseur s'est introduit dans leur domicile, voulait attaquer Nancy Pelosi et a attaqué de fait son mari, d'ailleurs à coup de marteau sur la tête, pas besoin d'arme à feu. Et lui-même, effectivement, avait dit ou avait été révélé comme étant auto-radicalisé en ligne à la lecture des publications de QAnon. Donc on a ça des deux côtés. Est-ce que ce désarroi d'une génération que vous décrivez là, est-ce qu'il ne s'explique pas aussi par un malaise social, un malaise lié aussi au rapport aux institutions américaines qui sont de loin perçues comme absolument intangibles, où tout s'explique, j'allais dire, par ce basculement dans un monde virtuel? Élisa Schell. On est toujours tenté de dire que ce sont les évolutions les plus récentes de la société qui expliquent ces phénomènes de violence. Moi, je crois qu'en réalité, cette violence, elle est endémique dans la société américaine et qu'elle prend des formes différentes en fonction des périodes. Et c'est d'ailleurs le paradoxe de la démocratie américaine, c'est-à-dire elle intègre ou elle est traversée par des épisodes de violence et des épisodes de violence importants, et pourtant le régime résiste. Nous, ici, vu d'Europe, on a plutôt l'habitude de la violence politique qui conduit à un renversement de régime. Or, aux États-Unis, c'est pas ce qui se passe. Les États-Unis traversent une guerre civile, la démocratie reste en place. Il y a une violence politique persistante qui est évidemment beaucoup plus visible avec les médias nationaux et les réseaux sociaux, mais on a aussi des mécanismes démocratiques très en place avec des élections extrêmement régulières. Les Américains votent, enfin en tout cas sont appelés à voter souvent et pour de nombreux offices, davantage même qu'en France. Donc c'est ça le paradoxe de la démocratie américaine qu'on a du mal à voir de notre côté, parce qu'elle ne répond pas du tout aux mêmes codes que les nôtres. Vous avez la même analyse, Laure Mandeville. Dans le fond, cette démocratie américaine poursuit son œuvre, les institutions tiennent malgré la violence qui traverse la société? Oui, alors je suis d'accord effectivement absolument sur l'idée que cette démocratie, ces institutions sont fortes. On la sent fragilisée quand même aujourd'hui. Oui, mais je vais y venir. Elles sont fortes, elles ont résisté malgré effectivement une violence chronique extrêmement importante, des divisions extrêmes. Et il ne faut pas oublier que la société américaine est une société profondément divisée, quasiment 50-50 en réalité, entre les démocrates et les républicains. Je crois que la spécificité de la période que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une révolte, je dirais, anti-système. Il y a un mouvement anti-système qui existe sur les deux côtés de l'échiquier politique, et qu'au fond, cette révolte anti-système dont Trump a été la manifestation, ce qui a sidéré toute la classe politique en 2015-2016, continue. Et c'est ça qui est préoccupant, c'est-à-dire qu'au fond, les forces anti-système ont gonflé aujourd'hui, et donc dans un contexte dans lequel ce que les Américains appellent les mediating institutions, c'est-à-dire les institutions médiatrices sont affaiblies, les églises, la notion de nation, la notion de famille, tout ce qui tenait en fait le système démocratique et qui a également été décrit par Tocqueville. Et du coup, ça met à beaucoup plus rude épreuve les institutions telles qu'on connaît, le système politique, parce que ces extrêmes, en réalité, aujourd'hui, ont une tentation de défaire. Sur la gauche, c'est une tentation de déconstruction qui est portée par l'idéologie de la gauche aujourd'hui, qui est en gros de dire il faut tout déconstruire, tout mérite d'être déconstruit, il faut faire le
procès en fait du capitalisme, le procès de la démocratie. Il faut tout remettre en cause. Et donc ça, c'est la gauche. Du capitalisme surtout quand même. Hein. Du capitalisme surtout. Et par ailleurs, sur la droite de l'échiquier politique, vous avez aussi un mouvement anti-système très important qui, lui, estime que les élites sont corrompues et que le système qu'il faut changer en fait ces élites, il faut nettoyer le système. Et lui, alors que peut-être que la tentation sur la gauche serait plutôt une tentation, je disais, anarchique, on casse tout, c'est la table rase. Sur la droite de l'échiquier, ce serait plutôt, on va forcer les institutions par une tendance autoritaire. Et donc il y a ces deux mouvements qui secouent le système de manière assez dramatique, et nous assistons effectivement à ce test, et pour l'instant ça tient, mais est-ce que ça va tenir? C'est ça la grande question. Elisa Schell. Le sentiment anti-élite est ancien aux États-Unis. Moi, ce qui me frappe avec Donald Trump, c'est la manière dont il affiche un certain rapport à la violence. Ça me semble assez inédit pour un président américain en exercice que d'avoir des déclarations ambigu pour le moins par rapport aux émeutiers du 6 janvier qui d'ailleurs ont tous été amnistiés par la suite. Les déclarations concernant les groupuscules des Proud Boys qu'il n'incite pas directement à agir mais qu'il reconnaît publiquement. Donc il y a cette ambiguïté dans le rapport à la violence qui est clairement affichée, et en politique comme ailleurs on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Donc Donald Trump a vraiment cet affichage où il veut être véritablement un président anti-système dans le système. Et c'est ça tout le paradoxe de son populisme. Il faudra voir jusqu'où il peut aller avec cette rhétorique qui permet effectivement de gagner les élections, de capitaliser sur un électorat mécontent. Hein. Ce qu'on voit ces derniers cycles électoraux, ce sont des électeurs qui changent plus souvent d'avis. C'est-à-dire que la norme était encore de faire 2 mandats d'affilée pour un président, et là on voit que c'est plutôt un mandat qui succède à un autre président. Donc il y a un fort mécontentement de la part de l'électorat américain qui correspond aussi à une transformation véritable des partis politiques. L'historien Romain Huret sur la guerre culturelle aux États-Unis, il s'exprimait dans la matinale de France Inter le vendredi 12 septembre dernier. Les conservateurs sont dans une guerre pour les idées, hein. Donc on aura beau expliquer que tout le monde condamne bien évidemment la violence politique, tout le monde aux États-Unis est favorable à la liberté d'expression. Ils sont persuadés qu'il y a des gens qui empêchent cette liberté d'expression et qui, sur les campus, refusent d'entendre des voix dissidentes. Kirk est le produit d'une longue mobilisation des conservateurs pour conquérir les campus, qui sont vus comme des nids à radicaux et des lieux à nettoyer. Trump utilise régulièrement la formule, s'est attaqué à Harvard, à Princeton, aux grandes universités états-uniennes. Et donc Kirk a toujours été utilisé, et l'a fait de manière assez efficace, puisqu'il a réussi à implanter les idées conservatrices sur un très grand nombre de campus. Je reviens, Laurent Mandeville, sur Charlie Kirk et sa pratique, justement, ses pratiques politiques. Il disait dans un entretien, au fond, moi je ne rêve pas d'être élu parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'influence que n'importe quel sénateur, que n'importe quel gouverneur américain. Est-ce que ce n'est pas cela qui change aussi? Ces personnalités qui vont mener la bataille culturelle sont au fond beaucoup plus influentes désormais que certains responsables politiques. Vous avez tout à fait raison. Je crois que en fait, ils mènent la bataille culturelle. Ils ont compris. En fait, les conservateurs avaient perdu la bataille culturelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils estiment. Ils estiment que cette bataille avait été perdue et gagnée par la gauche. Et donc aujourd'hui, c'est un retour. Ils repartent au combat et ils tentent de revenir pour gagner cette bataille. Et ils le font effectivement, comme vous le dites. Or, disons, dans ces lieux qui, avant, qui n'ont pas été investis, comme par exemple des médias traditionnels au sens d'avant, et ils sont en train de prendre toute la place. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce que ça me paraissait très intéressant, ce que vous avez dit sur Trump. Je crois que Trump est un véritable paradoxe, et qui montre aussi le paradoxe de la révolution qu'il incarne. Être à la fois dedans et en dehors du système. Parce que je pense en fait que Trump, une part de Trump, c'est
c'est une contre-révolution. Et donc, c'était on va rétablir ce que certains rêvaient d'être, une forme de bon sens, d'équilibre. On va sortir justement de cette idéologisation à outrance qui avait été imposée par la gauche du Parti démocrate, etc., etc. Et donc, c'était on va rétablir. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump, par sa nature, à la fois la nature de ce qu'il est comme politique, mais aussi sa nature profonde comme être humain, est en réalité une boule de démolition. C'est la formule que j'emprunte en fait à un philosophe qui s'appelle Jean-Sylvestre Montgrenier, la boule de démolition. Et effectivement, donc c'est paradoxal qu'il soit le représentant d'un mouvement conservateur qui est censé conserver et rétablir une forme de stabilité et d'ordre, mais en même temps, c'est un personnage absolument sans limite dans le discours. On le voit, il peut faire très mal, il ne se comporte pas comme un président au-dessus de la mêlée, mais comme un président dans la mêlée. Il n'a pas de surmoi, donc il peut effectivement violer, passer des lignes en permanence dans sa manière de fonctionner. Et donc je crois qu'il y a cette contradiction extrêmement importante qui est au cœur de ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui et qui en fait, je pense, donne une imprévisibilité encore plus grande à cette maison divisée que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis. Et ce qui montre par ailleurs l'influence croissante de ces influenceurs d'extrême droite, c'est notamment le fait que le vice-président américain, J.D. Vance, a expliqué qu'il organiserait la prochaine émission de Charlie Kirk, le Charlie Kirk Show, dans son propre bureau pour lui rendre hommage alors que le premier concerné est décédé. Élise Hachel, une réaction? Il n'y a pas que les républicains qui se battent pour des idées. Les démocrates aussi ont leurs idées, leurs agendas qu'ils veulent promouvoir. Donc il y a vraiment un activisme des deux côtés pour défendre des idéaux, des visions de la société. Trump, il se positionne aussi par rapport à un électorat. Donc les électorats ont changé ces dernières décennies. Pour faire simple, les électeurs éduqués, au sens de diplômés, sont plutôt passés du côté des démocrates et les républicains ont plutôt récupéré les électeurs peu ou pas diplômés. Et c'est une transformation majeure depuis Reagan à peu près, qui explique aussi pourquoi Trump utilise cette rhétorique. C'est pas une question de psychologie personnelle, c'est une question de stratégie politique, de conquête électorale, de parler à des électeurs qui, pour les 2/3 aux États-Unis, ont peu ou pas de diplôme. Donc, il parle à ces gens-là avec un langage extrêmement simple, avec un langage brutal, où il promet de taper le pied dans la fourmilière des institutions et de restaurer les jours dorés pour l'Amérique ordinaire. Donc, il ne faut pas oublier que Trump poursuit d'abord des objectifs partisans et électoraux. Et dans le même temps, c'est bien sur les campus qu'ils étaient, c'est bien auprès des publics prochainement diplômés qu'ils allaient mener cette bataille culturelle, puisque l'enceinte, selon eux, du progressisme, ce serait justement ces campus Normandville en quelques mots. Oui, je dirais que il faut faire attention. Je vois que vous avez utilisé le mot extrême droite en permanence. Et je crois que faire une équivalence entre le trumpisme et l'extrême droite, c'est une erreur. Et que vous trompez. Et vous faites en fait ce qu'ont fait les démocrates et ce qui leur a fait perdre l'élection en 2016 et en 2024. Le mouvement de Trump est un mouvement qui est beaucoup plus large que ça. Regardez qu'il y a aujourd'hui plein de latinos qui votaient avant démocrates, des gens des États swing aussi qui votent Trump. Je crois Trump en fait a gagné ces élections sur la question de la nation et du retour de l'idée nationale. Et c'est quelque chose en fait qui lui a amené énormément de soutien. Et je crois qu'un des problèmes aujourd'hui de la gauche, c'est de revenir aussi vers cette question du patriotisme et que les deux partis essaient d'inventer une nouvelle forme de vivre ensemble parce qu'après tout, quand on appartient au même pays, on doit finir par trouver un consensus. Bon, moi je crois quand même qu'il y a beaucoup d'arguments qui permettent de dire qu'il est d'extrême droite et d'aller dans le sens de cette thèse, mais ça pourrait être un autre débat peut-être. Merci beaucoup Laure Mandeville, journaliste au Figaro, spécialiste des États-Unis, Élise Hachel, professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, autrice de La démocratie à l'épreuve du populisme, paru chez Odile Jacob le 3 septembre dernier. Merci à toutes les deux.